Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. L'intestin, c'est bien plus qu'un tube digestif. C'est un centre nerveux, un centre émotionnel, un haut lieu de communication entre notre monde intérieur et notre réalité physiologique. Aujourd'hui, on sait que le microbiote influence notre humeur, nos compulsions, notre niveau d'anxiété, et inversement, que les troubles alimentaires, que l'alimentation émotionnelle peuvent profondément dérégler notre écosystème intestinal. Et ce que je perçois dans ma formation, dans mes accompagnements, c'est cette boucle sans fin. On mange pour apaiser, on digère mal, on se sent coupable, on se restreint, et puis on craque, et le cycle recommence. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cycle de la restriction. Alors on culpabilise, on se dit qu'on manque de volonté, qu'on n'a pas le mental. Et si c'était tout, sauf une question de volonté, si c'était une question de terrain, d'équilibre et de microbiote. C'est pour ça, précisément, que j'avais envie d'avoir cette conversation avec Cécile Caron. Cécile, je la connais bien. Elle a participé à la toute première session de ma formation en 2021. Elle est aujourd'hui praticienne en nutrition fonctionnelle et animatrice du podcast Parlons Digestion. Elle explore le lien entre digestion, stress, microbiote et nous rappelle que notre relation à l'alimentation, ce n'est pas juste dans la tête. Elle se niche aussi profondément dans notre ventre. Alors ensemble, on va explorer comment le corps digère, ou d'ailleurs ne digère pas, et ce qu'on lui fait vivre. On va parler de compulsion et de constipation, d'intestin irritable et d'hypercontrôle, de ce qui fermente, de ce qui coince, de ce qui fait du bruit en silence. Et peut-être, alors peut-être, je l'espère, que cette discussion vous offrira une nouvelle piste, une clé, voire une porte de sortie. Alors bienvenue dans En cas de tracas, prenez une grande inspiration, on y va. Alors Cécile, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir à ce micro aujourd'hui. Avant qu'on démarre notre conversation et qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais passer un message aux personnes qui nous écoutent qui est pour moi fondamental. Si vous écoutez cet épisode et que vous avez souffert ou que vous souffrez encore de votre relation à l'alimentation, sachez une chose, ce qu'on va partager ici n'a pas vocation à vous faire culpabiliser. Jamais, c'est pas du tout l'essence de ce podcast. Et quand on traverse des troubles alimentaires, eh bien, on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut avec les ressources du moment. Et parfois, bien sans le savoir, on abîme son corps, on dérègle ses intestins, on s'épuise, mais cela ne signifie pas que c'est irréversible. Notre organisme est d'une résilience incroyable. Et quand les choses s'apaisent, quand notre rapport à la nourriture se transforme, eh bien le corps, lui aussi, il peut se réparer et tout vient en son temps. Et cet épisode, c'est une invitation à comprendre, pas à s'en vouloir, bien au contraire. Alors Cécile, ce que je souhaite qu'on aborde en premier, c'est finalement l'alimentation émotionnelle qui peut dérégler nos intestins, qui peut l'abîmer. Toi qui accompagnes des profils là pour le coup, très variés, qu'est-ce que tu observes concrètement chez les personnes qui ont une relation, très émotionnelle à la nourriture, tu vois, très souffrante et quels sont les symptômes digestifs qui reviennent le plus souvent? Oui, alors une super question et déjà je te remercie beaucoup, pour, ton invitation. Je suis ravie d'être là et de parler de ce sujet passionnant. Alors au niveau digestif, je dirais, si on se concentre évidemment là-dessus, ça va être des symptômes, bon assez classiques de problèmes digestifs, hein, finalement, des ballonnements, des gaz, surtout après manger ou surtout après des crises si on parle de compulsions. Ça va être aussi souvent une alternance constipation-diarrhée avec une perturbation, du transit ou bien l'un ou bien l'autre, mais en tout cas un transit qui n'est pas du tout, optimal. Parfois aussi des douleurs intestinales, des crampes, voilà des on peut être vraiment plié en 2, sentir qu'on n'est pas bien, on peut avoir des sensations un peu de coups de poignard. Ça peut aussi s'exprimer plutôt au niveau de l'estomac, donc on peut avoir des brûlures d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens. Voilà, je dirais que c'est c'est déjà un bon tableau. Ouais et qui est assez large et si on dézoome, des intestins finalement, qu'est-ce que ce dérèglement intestinal peut aussi provoquer comme, symptômes, comme, ressenti chez les personnes qui ont souffert ou souffrent de leur relation à l'alimentation? Mmh. Oui, alors ça, c'est vraiment si on se concentre sur le digestif. Évidemment, tout ça, bah, ce sont des problèmes digestifs qui vont engendrer d'autres,
problèmes, Retentissement. Mmh. voilà, d'autres retentissements. Ça va être par exemple de la fatigue, aussi de l'anxiété, du stress, ça peut être des mmh, maux de tête ou migraines, ça peut être des problèmes, d'insomnie, oui, de la fatigue, des douleurs articulaires, de l'inflammation de manière générale. Ça peut ressembler à ça. Et aussi, autre chose donc qui est lié, hein, forcément, on va en parler, mais quelque chose qui est lié et que je vois beaucoup systématiquement, alors chez pratiquement toutes les personnes que j'accompagne, qu'elles aient ou non une relation émotionnelle à l'alimentation, mais systématiquement chez les personnes qui ont une relation, émotionnelle à l'alimentation couplée à des problèmes digestifs, c'est du stress, de l'anxiété et un système nerveux qui est dérégulé. Ça, c'est systématique, je dirais. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant pour, comprendre un petit peu le lien et on va approfondir ça, je pense, c'est qu'une étude qui est assez récente, hein, de 2023, qui était, donc je pourrais mettre les références, hein, s'il y a besoin, qui a été publiée dans le journal, Cell Metabolism. Cette étude, elle a démontré que en fait, une combinaison du stress plus de restrictions alimentaires, en fait, ça crée une forme de dysbiose qui était assez spécifique, avec une signature, assez spécifique, avec, voilà, un acide, kynurénique, assez bas. Bon, on va pas rentrer dans des détails, mais en fait, cet acide kynurénique qu'on retrouve au niveau digestif, il est censé réguler le signal qui est envoyé, du ventre au cerveau. Et là, on s'est rendu compte que ça a altéré ce signal-là et du coup, l'axe microbiote intestin-cerveau, il était perturbé et bah, ça donnait des comportements de surconsommation et surtout de produits, plutôt, ultra transformés et sucrés. Donc c'était vraiment un appel pour des produits, goûteux, oui, comment on dit ça? Qui vraiment, sont Hyper agréables au appétissant. palais. Mmh. Voilà, exactement, exactement. Et donc ce que j'entends, c'est que là, le fond de ma pensée, c'était comment est-ce que notre relation à l'alimentation et notre façon de nous alimenter dérègle notre écosystème intestinal et in fine, un écosystème intestinal déréglé peut lui aussi nous pousser à avoir des compulsions alimentaires. Et c'est vraiment, tout aussi ce que j'enseigne dans ma formation, c'est ce double effet finalement. On peut voir, les compulsions alimentaires des 2 côtés du miroir et tu évoquais le système nerveux. Alors pour le coup, c'est un sujet aussi qu'on aborde, beaucoup et qui est assez, à la mode aussi dans le milieu de la thérapie. Je vois qu'on en parle de plus en plus, sur les réseaux sociaux et tant mieux. Mmh. Comment est-ce que tu pourrais peut-être, expliquer aux personnes qui sont novices, qui découvrent un peu ces concepts, la relation entre les intestins, notre, monde intestinal et puis, ce système nerveux? Allez, petite pause dans cet épisode pour vous inviter à rejoindre ma newsletter. J'y partage chaque semaine des ressources utiles et concrètes pour les professionnels de l'accompagnement ou celles et ceux qui envisagent de le devenir autour d'un thème central, vous l'aurez compris, l'alimentation émotionnelle. Vous y trouverez des stratégies, des outils et des réflexions pour structurer une activité claire, solide et reconnue. C'est la newsletter à ne pas manquer. Les liens sont dans la bio de cet épisode. Alors, il y a un lien étroit parce que, notre ventre est relié à notre cerveau par différents biais. Le nerf vague dont on parle beaucoup, donc avec, le signal, nerveux. Le nerf vague, c'est ce nerf, 10e nerf crânien qui est, l'un des plus longs du corps et qui va, partir du tronc cérébral et qui va innerver, plusieurs organes, digestifs notamment. Et donc, c'est grâce à ce nerf vague qu'il va y avoir, des signaux qui vont passer dans les 2 sens. En sachant que ça va beaucoup plus du ventre vers le cerveau, à 80 à peu près, et uniquement 20 du cerveau vers le ventre. Donc il y a cette voie, nerveuse. Ensuite, il y a des voies, hormonales aussi. Il y a des voies, bah, par, ce que sécrète, le système digestif, le microbiote. C'est aussi grâce à ces acides gras à chaîne courte et cetera que ça va, être véhiculé jusqu'au cerveau et donner des informations. Donc il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment c'est une autoroute, hein, bidirectionnelle, Mmh. qui relie, les 2. Et il faut pas oublier aussi qu'on a un système nerveux à part entière, le système nerveux entérique, qui est logé au niveau de notre système digestif. Donc là aussi, il y a comme d'ailleurs, c'est en termes de neurones, alors personne n'est vraiment d'accord, mais c'est de l'ordre de 300 à 500 millions de neurones dans le système nerveux entérique. C'est à peu près la même chose que le même nombre de neurones que dans le cerveau d'un chat ou d'un chien à peu près. Donc on Donc a on un peut petit bien chat. parler de deuxième cerveau, je veux dire de façon, scientifique. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc il y a vraiment un lien étroit entre les 2. Je te remercie pour ces précisions et comment est-ce que tu pourrais, qualifier ces allers-retours, dans le rapport à l'alimentation
de d'hyper-contrôle et puis ensuite, de ce qu'on qualifierait de perte de contrôle qui finissent, j'ai l'impression, de façon, inexorable à créer un déséquilibre, digestif, profond. Et pour toi, à quel niveau ça peut se manifester? Mmh. Oui, donc tu disais en introduction qu'on n'est pas là pour culpabiliser, on est vraiment là pour comprendre, hein. Donc pas de culpabilisation, mais effectivement quand on a, ces allers-retours un peu de contrôle, perte de contrôle au niveau de l'alimentation, bah, souvent il y a en fait une phase de restriction, puis une phase de compulsion. Pas chez tout le monde, mais bon, ça peut s'exprimer comme ça. Donc, dans la phase de restriction, en fait, c'est une restriction alimentaire, c'est forcément un stress physiologique pour le corps. Donc, ça va être une forme de stress. Il faut pas oublier que le stress, c'est stress émotionnel, stress mental, mais aussi stress physique. Ça joue, c'est le même rôle. Pour le corps comprend ça comme un danger. Donc, quand on est en phase de restriction, peut-être pour rappel, la nourriture, elle est là pour nous nourrir, elle est là pour nous apporter des nutriments, elle est là pour, faire fonctionner notre corps. Donc quand on se coupe d'une partie de la quantité de nourriture qu'on devrait manger ou du type d'aliments qu'on devrait manger, forcément ça crée un stress, physiologique. Et donc là, ça va en fait, ce stress physiologique, il va activer, encore une fois, bah, un autre axe, hein, du corps, mais cet axe, hypothalamo-hypophysaire surrénalien, donc il est connecté à nos surrénales, ces petites glandes au-dessus des reins qui vont produire du cortisol. Donc quand on est dans une phase de stress, c'est-à-dire perception d'un danger quelconque, qu'on en ait conscience ou pas, on va sécréter plus de cortisol et le cortisol, on sait que ça a été démontré, ça va, ouvrir plus facilement les jonctions serrées au niveau de nos intestins. Enfin de notre intestin, notre paroi intestinale. Donc nos intestins, notre intestin a, des parois intestinales, de chaque côté, schématiquement, et il y a ces jonctions serrées qui sont là entre les cellules et qui sont normalement censées s'ouvrir et se fermer. C'est un peu comme un maillage, sauf que quand on a trop de cortisol, mais pas que, hein, c'est une des causes, ça va rester ouvert plus longtemps et ça va laisser passer des, molécules qui peuvent être, pro-inflammatoires. Molécules qui sont pas censées passer. Donc ça peut être l'effet et ce qu'on appelle en fait l'hyperperméabilité Perméabilité intestinale, hein. intestinale, ouais. Ouais. Sachant que la c'est vrai que l'intestin, la paroi en tout cas, intestinale, c'est la paroi la plus fine du corps, hein. C'est vrai on peut imaginer, là, je suis en train de toucher ma peau, finalement, ce sont des remparts, quasiment, qu'on ne peut pas pénétrer, alors que, notre intestin est quand même hyper perméable par définition. Oui, alors il est pas censé être hyper perméable, il est censé être Mmh. perméable, mais il fait bien il laisse rentrer, ce qui est censé rentrer, puis il Mmh. fait bien le travail aussi de gardien. Sauf que voilà, quand on a ce phénomène-là, ben, on se retrouve avec un intestin hyper perméable et là, bah, ça crée de l'inflammation et donc c'est là, pour que ce soit assez concret, en fait, ça peut, déclencher de l'inflammation locale au niveau, intestinal, mais ça peut aussi déclencher ensuite de l'inflammation ailleurs dans le corps. Ça va, être véhiculé, alors jusqu'au cerveau par exemple et ça a été démontré dernièrement. On pensait que la barrière hémato-encéphalique qui entourait le cerveau était complètement impénétrable. On Pas sait du tout. qu'aujourd'hui c'est pas vrai. Mais du coup ça peut monter au cerveau et on peut avoir cet effet, brouillard mental, anxiété, fatigue, maux de tête et cetera. Ça peut s'exprimer dans des articulations, bah, j'ai mal à l'épaule, j'ai de l'inflammation et cetera et cetera. Donc ça, c'est quand on est dans la phase de restriction. Puis s'il y a une phase de compulsion qui suit, là, on sait qu'on va avoir une arrivée d'aliments, en trop grande quantité. Donc déjà, il y a la quantité. On sait que notre système digestif, il pourra pas digérer tout ça. Ça va forcément, il y a une partie qui va pas pouvoir être digérée, qui va être, du coup fermentée par les bactéries qui vont, elles, vont se régaler. Elles vont se dire: «Ouh là là, il y a plein de bonnes choses qui arrivent, en plus qui arrivent partiellement digérées, donc pour nous, c'est super, on va manger tout ça» et là, c'est là que ça crée des ballonnements, des dysbioses où en fait le microbiote, on nourrit parce qu'en plus, en général, on n'a pas tous, les mêmes compulsions quand on a des compulsions, mais ça peut en général, c'est plutôt des aliments assez sucrés ou assez gras ou plutôt ultra transformés. Hem, bon, je sais pas si on a des compulsions de carottes, mais même Oui, imaginons j'allais qu'on dire, moi souvent en général je dis: «On s'oriente pas vers les on va pas manger 15 pommes quoi». Enfin ça pourrait voilà. très bien arriver, mais c'est assez rare. En général, on va plus, s'orienter vers des aliments gras, sucrés et de préférence ultra transformés. Oui, c'est ça et encore que même 15 pommes ou 15 carottes, ça pourrait quand même Être déséquilibrer le délétère, microbiote. pour l'organisme bien Oui. évidemment. Donc quand on a, cet afflux massif de nourriture finalement qui arrive, bah, si en plus c'est des aliments inflammatoires, là ça va dérégler le microbiote et puis comme je le disais, on a ces onctions serrées qui ont été, peut-être fragilisées par, la phase, de restriction et donc là les particules
partiellement digérées parce que notre corps n'arrive pas à suivre, ces particules partiellement digérées vont passer à travers la paroi et puis, vont aller, créer, déjà vont stimuler le système immunitaire qui est derrière et vont créer de l'inflammation. Donc on peut avoir, finalement, ce cercle vicieux. Alors c'est pas, irréversible, heureusement, mais ça prend du temps de réguler tout ça. Il y a une question qui me vient en t'écoutant. C'est vrai que lorsqu'on a des compulsions alimentaires, bien souvent, l'alimentation, elle est mangée de façon, extrêmement rapide, hein. Il y a presque Mmh. comme un phénomène de dissociation ponctuelle, même si au niveau psychologique, clinique, c'est pas voilà, le champ la sémantique est pas exacte. Mais il y a un peu ce truc de: «Je me vois faire et du coup, je vais manger extrêmement vite» et les aliments ne sont pas à ce moment-là mastiqués, ils sont presque avalés tout rond. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur, justement notre écosystème intestinal? Oui, tout à fait. Ben, la mastication, c'est vraiment, tu en parles beaucoup, dans ta formation que j'ai suivie, comme tu le disais et c'est vrai que c'est la première, c'est le premier wagon, on va dire, du train de la digestion. On a d'abord la bouche et on a tendance à l'oublier, mais c'est uniquement par la mastication enfin, notre système digestif, après, n'a pas de dents. Mmh. Donc c'est uniquement avec la bouche et les dents qu'on peut vraiment, écraser de manière mécanique nos aliments. Ensuite, ça va être uniquement par brassage, donc c'est pas aussi violent non plus, ou par, phénomène enzymatique. Donc c'est vraiment important de mâcher et si on mâche pas correctement, donc si on réduit pas correctement en bouillie nos aliments avant de les avaler, là, on va avoir des aliments partiellement digérés qui vont arriver au niveau de l'estomac donc l'estomac va avoir plus de travail. Ça va aussi, en général, rester un peu plus longtemps. Ça va perturber la production d'acidité au niveau de l'estomac et ensuite, par la suite aussi, parce qu'il y a des aliments qui sont pas digérés au niveau de l'estomac. Les protéines, oui, mais ensuite, tout ce qui est, glucides et puis matières grasses sont plutôt digérés, après, au niveau des intestins et donc là, ces aliments partiellement digérés vont arriver dans les intestins et là, pareil, ça va être, il faut imaginer qu'au lieu que ce soit des briques, de Lego qui arrivent à l'unité dans l'intestin, elles arrivent encore formées, sous forme de petites voitures ou sous forme d'une, voilà, assemblées en fait, en tout cas et ça, c'est très difficile pour le système digestif et pour les intestins de démanteler ces pièces si elles ont ça n'a pas été fait avant. Donc la mastication, elle sert à ça. Et quel impact ça peut arriver ça peut avoir justement d'avoir ces tu vois, ces voitures, ces maisons Lego qui arrivent directement dans les intestins? Tu vois, je pense notamment aux personnes, c'est de plus en plus courant qui ont des pulsions alimentaires avec des oléagineux parce que, Mmh. les oléagineux sont, gras, satisfaisants et en même temps il y a ce côté de: «Je mange quand même quelque chose qui est, bon, qui est sain pour mon Mmh. corps» et donc vraiment je vois une surreprésentation de compulsions avec, des oléagineux et quand on, ben, les mâche pas, là pour le coup, ça peut être des aliments qui sont très durs. Quel est l'impact sur les intestins? Oui, les oléagineux, c'est gras et parfois un peu salé, enfin il y a ça dépend comment on les mange, mais Mmh. ça le côté gras aussi, c'est beaucoup quand on est stressé, nos surrénales adorent qu'on mange des choses grasses, donc ça peut être ça, qui nous pousse à les manger. Mais le la problématique, c'est qu'on va, en fait, ces aliments non digérés au niveau, intestinal ne vont pas être reconnus par notre corps. Normalement, il faut que chaque aliment ait été démantelé, c'est-à-dire qu'un aliment on n'a pas besoin de quand on mange un œuf, par exemple, on n'a pas besoin des protéines de l'œuf. Il faut que les protéines de l'œuf soient démantelées, donc que les pièces soient, ces acides aminés, en fait, hein, des protéines soient, détachées les unes des autres pour qu'elles passent à travers la paroi intestinale, que notre système immunitaire derrière les reconnaisse et dise: «OK, ça c'est bon, c'est un acide aminé, de telle sorte, je le reconnais, il peut passer». Puis nous, dans le corps, on va s'en servir pour produire autre chose et construire autre chose. Mais quand ça arrive à assembler, ben, en fait, notre système immunitaire derrière, derrière la paroi intestinale, il connaît pas. Donc il se dit: «C'est quoi ce truc?» On ne sait pas quoi en faire et donc ça crée une alerte. En fait, il Mmh. sonne l'alerte parce qu'il se dit: «Je ne connais pas cet acide aminé, cette protéine», donc ça va déclencher de l'inflammation. Mmh. Qui est la porte ouverte à toutes les maladies de civilisation finalement qu'on connaît aujourd'hui. Toutes les Oui. maladies, auto-immunes, hein, commencent, dans les intestins. Oui, exactement. Donc ça peut déclencher de l'inflammation qui est, comme tu le dis, le lit de pas mal de maladies aujourd'hui et ben, ça va, comme je le disais tout à l'heure aussi, ça nourrit, les bactéries, qui sont, tout ce qui arrive partiellement digéré, en fait, fait aussi, nourrit nos bactéries certaines se régalent, se disent: «Ah bah, chouette, chouette, il y a des choses qui arrivent non digérées, on va en profiter» et là, bah, ça fait pulluler certaines familles de bactéries dans notre microbiote et c'est là qu'on peut avoir donc une dysbiose, qu'on appelle une dysbiose et ça va déclencher, peut-être des gaz, des ballonnements, des douleurs, un mauvais transit
vite et cetera, donc un peu tous les symptômes dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être dû à une dysbiose, un déséquilibre du microbiote. Et justement, ce déséquilibre, ce tableau que tu viens de dessiner, est-ce qu'il peut Heu, déclencher ou amplifier l'alimentation émotionnelle? C'est finalement ce que tu disais, tout à l'heure, est-ce qu'un dérèglement réellement peut Mmh. créer des compulsions alimentaires qui sont du coup pas liées à notre sphère émotionnelle, qui sont pas liées à, des comportements, conscients, mais qui seraient dictés par ce monde microbien? Mmh. Oui. Et en fait, c'est une question super intéressante parce que jusqu'à pas jusqu'à présent, parce que ça fait quand même des années qu'on le connaît maintenant, ce phénomène, mais on avait tendance à dire exactement que, les compulsions alimentaires ou l'alimentation émotionnelle, de toutes sortes, étaient dues à peut-être un manque de volonté, à un stress, enfin, c'était purement, cognitif. Là, aujourd'hui, on sait, donc on vient d'expliquer quand même que quand on avait ces comportements, il y avait un impact sur le système digestif et l'inverse est aussi vrai. Quand on a des problèmes digestifs, ça peut enclencher, des compulsions, alimentaires ou enfin j'appelle ça compulsion, mais bon, alimentation émotionnelle au sens large. Hem, donc oui, c'est vraiment, bidirectionnel et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante aussi, encore une fois, aussi de 2023 pour le coup, c'était une bonne année. Une étude qui a montré que en fait, chez des souris, on a abîmé, appauvri leur microbiote, avec des antibiotiques, hein. Donc parfois, ben, on fait ça aussi, quand on prend beaucoup, beaucoup d'antibiotiques pour X raisons et je dis pas qu'il faut pas, les prendre, hein, mais parfois on doit en prendre beaucoup ou Bien peut-être sûr, et c'est vrai que certains un peu ça exagérés. l'antibiothérapie a sauvé des vies, c'est ce qui fait qu'on a une meilleure espérance de vie, a sauvé beaucoup de personnes, au XXe siècle. Mais c'est vrai que Exactement. si voilà, si c'est abusif, ça peut avoir un dérègle Voilà, engendrer un dérèglement. exactement. Donc là, bah, dans le cadre de cette étude, ils ont fait exprès de, appauvrir le microbiote des souris en leur donnant beaucoup d'antibiotiques et ils ont remarqué qu'en fait, les souris qui avaient un microbiote, appauvri allaient consommer 50 plus de sucre que les souris qui avaient, un microbiote, sain, finalement équilibré. Donc ça montre bien et oui et à la fin de l'étude aussi, ce qui était important, c'est que ce phénomène-là, cette envie de sucre excessive, elle était rétablie quand on faisait une transplantation fécale à ces souris. Donc quand on rétablissait un microbiote sain, il y avait plus ce phénomène-là. Donc c'est hyper intéressant, ça veut dire vraiment que quand il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, ben, par les différents axes que j'évoquais tout à l'heure, ça peut, envoyer des signaux de stress, d'anxiété, des mauvais signaux en fait au cerveau, qui vont, perturber, notre comportement Notre alimentaire. prise alimentaire. Donc Oui, si j'écoute bien, c'est finalement le dérèglement intestinal qui va orienter notre état émotionnel, du moment, et c'est cet état émotionnel, comme de l'angoisse, comme du stress, qui va nous pousser à consommer du sucre, des aliments ultra transformés, plus que des bactéries, ou la pullulation de certaines populations qui pourraient envoyer un message chimique au cerveau en disant: «Il faut manger ci, il faut manger ça». Ce que j'ai derrière la tête, c'est le fameux Candida albicans qui avait le vent mmh, en poupe, il y a 10 ans. On en parlait beaucoup, en tout cas les labos, les compléments alimentaires, les labos qui vendent des compléments alimentaires en parlaient, beaucoup. J'imagine que c'est un marché assez juteux. Est-ce que certaines bactéries, certaines levures comme le Candida albicans peuvent induire des prises alimentaires? oui. Ah oui, oui, alors c'est effectivement, c'est pas si, blanc ou noir, hein, c'est pas si marqué que ça, mais tu as totalement raison. En fait, on peut avoir aussi, quand il y a un déséquilibre au niveau intestinal, au niveau de la digestion de manière globale, je vais dire, j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais que dans la grande majorité des cas, pour pas dire pratiquement tout le temps, je sais pas d'ailleurs s'il existe vraiment des chiffres là-dessus, mais il y a aussi, couplé au problème digestif, tout le temps un microbiote qui est déséquilibré, une dysbiose. Et on sait, c'est vrai que certaines bactéries, ça a été démontré que certaines, familles alors micro-organismes, parce que pour le coup, le Candida albicans n'est pas une C'est pas une bactérie, c'est une bactérie? levure, mais en tout cas, certains types de micro-organismes peuvent nous pousser à, consommer certains aliments. C'est exactement le cas du Candida albicans, cette levure qui, elle se nourrit de sucre, de glucides de manière générale, donc elle va nous pousser à, consommer plutôt des sucres, des glucides et cetera. Et Mmh. d'ailleurs, j'avais entendu une série de podcasts, alors c'était sur, France Culture ou France Inter, je pourrais peut-être retrouver la référence, qui était très intéressante en 5 ou 6 épisodes sur le microbiote et justement, l'un des derniers épisodes, on parlait de ça. Il parlait de ça, c'était vraiment
Ça rejoignait la philosophie, en fait, de se dire parce qu'aujourd'hui, on sait que les micro-organismes peuvent nous pousser au-delà de l'alimentation, hein, peuvent nous pousser à avoir des comportements, différents en fonction de notre signature microbienne et donc la question, elle était aussi philosophique, c'est-à-dire que les personnes qui commettent, par exemple, des crimes, des délits, est-ce que c'est eux ou c'est leur microbiote qui décide? Ouais, on a écouté la même, émission et moi j'avais, lu aussi, récemment une étude sur, alors je crois que c'est la ce qui Mmh. donne la toxoplasmose. Je sais plus Oui. exactement quelle est la bactérie qui est en jeu. Si on l'a, on peut avoir, davantage, de comportements qui vont être dangereux, qui vont être impulsifs. Donc, finalement, moi j'aime bien cette idée de se dire, nous sommes des êtres hybrides. Nous avons, finalement dans notre corps il y a plus d'éléments extérieurs, en tout cas de micro-organismes, extérieurs que de cellules humaines et finalement Mmh. c'est ce microbiote, qui va guider une partie de notre comportement et même de notre personnalité, ce qui est absolument, fou. C'est vrai, enfin, c'est presque vertigineux quand on en Mmh. prend conscience. Oui, dans cet épisode, dans cette série justement que tu as écouté aussi, il parlait du choix même de notre conjoint, de voilà, de la personne avec qui on va vivre. Souvent ça peut être influencé par notre microbiote. Donc tu as complètement raison et il y a pas que les levures, hein, le candida albicans. Évidemment, les autres bactéries vont aussi, si c'est des bactéries qui se nourrissent, plutôt de produits, carnés, de charcuterie et cetera, de produits, de graisses animales, elles vont nous pousser aussi, à aller plus vers ces aliments-là. Donc c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce qu'on est influencé par nos bactéries et il faut trouver une stratégie pour un peu, déjouer ça. Donc il y a les bactéries qui nous poussent à manger d'une certaine façon, il y a notre microbiote de manière générale et puis aussi il y a les hormones en fait qui sont produites. Beaucoup sont produites au niveau de Les l'intestin, hein, intestins. du microbiote. C'est vraiment un monde, fascinant. Il se passe plein de choses Mmh. qu'on Oui a et pas puis tous quand on est récoltées. finalement qu'à l'aune, des découvertes et des recherches, scientifiques. Exactement. Donc, tout ce qui est par exemple, les neurotransmetteurs, le GABA, la sérotonine, alors qui est pas directement la même que celle du cerveau, mais bon, en tout cas, il y a une grosse partie qui est produite, au niveau intestinal et qui influence aussi la partie, cérébrale. Mais le GABA, la sérotonine qui ont cet effet plutôt calmant, la dopamine qui a cet effet de récompense. Donc les personnes qui vont avoir, des problèmes digestifs et donc un microbiote déséquilibré vont avoir des neurotransmetteurs GABA, sérotonine, dopamine beaucoup moins, bien sécrétés et vont avoir des phénomènes bah, du coup d'anxiété, d'hyperactivité. La dopamine, elles vont chercher comme elles ont pas ce phénomène de récompense par la dopamine, elles vont chercher des récompenses ailleurs. Donc là, on pense au sucre, toutes les addictions, les jeux, le tabac, l'alcool, peu importe. Hem Et donc on va aussi avoir, ce phénomène, peut-être de calmer, de vouloir se calmer, par l'alimentation, notamment par le sucre. Parce qu'on sait que le sucre notamment, peut, nous aider à mieux sécréter la sérotonine. Mmh, bien sûr et un effet sédatif et finalement Oui. notre, rapport à l'alimentation et ce microbiote va stabiliser ou non ce système dopaminergique. Donc c'est Ouais. j'appuie sur la pédale, d'accélération de ma voiture ou alors j'appuie sur la pédale de frein et on sait aussi qu'il y a une grosse prévalence chez les personnes qui, sont, sujettes à l'alimentation émotionnelle, aux troubles des conduites alimentaires, une grosse prévalence d'une neuroatypie, hein, que ce soit Mmh. des troubles neurodéveloppementaux, enfin en général ce sont des troubles, neurodéveloppementaux et dans ces troubles neurodéveloppementaux, il y a une dérégulation, de la production de dopamine. Donc si on ajoute en plus un écosystème, intestinal qui est déréglé, tout ce dont tu as parlé, qu'on remet par-dessus une couche, émotionnelle, parce que, ben, les émotions sont difficiles à appréhender. Finalement, on arrive à un écosystème qui est, non pas compliqué, mais extrêmement, forcément complexe. Et ce que j'aimerais ajouter aussi sur, tout ce que tu disais tout à l'heure de cette corrélation de, heu, écosystème intestinal déréglé qui va me pousser, vers la nourriture, avoir des compulsions, des pulsions, des voilà, des ce qu'on pourrait qualifier peut-être, de grignotage. Moi, ce que j'ai Mmh. remarqué aussi alors c'est une remarque empirique, clinique, c'est que quand on mange et quand on a trop mangé, quand on peut se sentir aussi un peu, constipé, pleine ou plein Mmh. et bien, en fait, plutôt que de passer à un repas, de jeûner mais naturellement, hein, pas un jeûne restrictif et bien, comme on se sent pas bien, le fait de se sentir rempli, on va
encore plus manger. Et ça, Mmh. c'est aussi à mon avis un élément à prendre en compte. Plus on mange, plus on sent cet, inconfort digestif, plus on va manger, alors qu'en réalité, c'est vrai que c'est contre-intuitif. On pourrait se dire: «Bah, je fais une petite pause de nourriture et ça ira mieux». Eh bien, bien au contraire. Moi, ce que je constate, c'est que on va se nourrir, encore, davantage. Mmh. Intéressant, j'ai pas forcément remarqué ça moi dans les personnes que j'accompagne et donc c'est intéressant. Ouais, vraiment en alimentation émotionnelle, en trouble alimentaire, moi, c'est quelque chose que je perçois beaucoup. Mmh. Et alors là, peut-être qu'on a, paniqué, toute notre audience, qui se reconnaît dans tel ou tel comportement. Et quand on souffre de sa relation à l'alimentation, c'est vrai qu'on va aussi chercher, forcément, plein d'orientations, plein de voies, pour Mmh. s'en sortir. Et donc on a peut-être, perdu aussi certaines personnes. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais? Si on est dans cette situation, par quoi on commence? On regarde l'assiette, on regarde le stress avec, le système nerveux, on regarde la digestion? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est une question un peu complexe, puisque, j'ai envie de dire, il y a pas de réponse toute faite puisque ça va dépendre de, la personne que j'ai en face, en fait. C'est-à-dire que, si je vois qu'en face de moi, j'ai une personne qui est extrêmement stressée, ça se voit tout de suite, hein, une personne qui est complètement dérégulée, qui est très anxieuse, qui parle très vite, qui m'écoute même pas, qui coupe, qui va, je vois qu'elle a déjà l'autre question en tête alors que je suis en train de lui répondre, elle ne m'écoute pas. C'est voilà, une personne comme ça qui est très agitée et cetera, je vais, évidemment commencer par, la régulation du système nerveux. Mais on commence pas par une seule chose forcément, on va un peu mêler le tout, mais disons que je vais vraiment mettre l'accent sur la régulation du système nerveux. Hem, Moi, j'ai une formation pour, justement autour de la pleine confiance, donc la régulation du système nerveux, ramener de la sécurité et cetera. Maintenant, si je vois que la personne en face de moi, elle a des gros traumatismes, là, je vais l'orienter souvent d'ailleurs, c'est des personnes qui travaillent déjà avec, des psychologues, des psychocliniciennes, psychothérapeutes et cetera. Donc si elles ont besoin, je peux les renvoyer vers quelqu'un d'autre. Mais ce travail, il est vraiment très important parce que souvent, hem disons que là, on a évoqué le fait que les problèmes digestifs, alimentent, l'alimentation émotionnelle et l'inverse est aussi vrai. Mais souvent, il y a une cause sous-jacente qui est de Oui, l'ordre, bien sûr. voilà, émotionnel, trauma, des choses qu'on n'a pas digérées par le passé. Donc ce travail-là, il est très important. Moi, dans mes accompagnements et le travail que je fais, ça va être, de ramener de la sécurité, de réguler le système nerveux, de comprendre déjà qu'on a un système nerveux, comment il fonctionne, de s'observer et cetera et d'avoir, des techniques pour ramener de la sécurité. Mais on peut pas les 2 sont extrêmement liés, donc on ne peut pas espérer réguler un système nerveux, sans résoudre le stress physiologique. Parce que tout à l'heure, je parlais de stress au sens large. Le stress, quand on a des problèmes digestifs, c'est un stress énorme pour le corps et donc là, on peut pas espérer, retrouver une régulation au niveau du système nerveux avec des gros problèmes digestifs. Donc pareil, on va s'occuper aussi de ce qui se passe au niveau de la digestion. Ça peut être, commencer à mâcher si on ne le fait pas, commencer à boire correctement si on boit très peu d'eau. Ça ensuite, ça va être, de vérifier s'il y a assez d'enzymes digestives, comment est le microbiote, quel profil de dysbiose on a aussi, parce qu'il n'y a pas une forme de c'est pas, oui, vous avez une dysbiose, puis vous faites, je sais pas, le régime sans FODMAP, par exemple, qu'on a tendance à recommander à tout le monde. Donc il faut vraiment identifier quel type de dysbiose il y a et puis travailler sur la paroi intestinale, le mucus, l'inflammation, bref, voilà, il y a tout ce travail-là et tu parlais de l'alimentation aussi, évidemment, les 2 sont liés. Alimentation va influencer notre digestion, mais va aussi influencer notre système nerveux. Il faut qu'on ait les bons nutriments et cetera. Mais je mets enfin, disons que l'alimentation est très importante. Maintenant, comme j'ai souvent des profils de personnes qui ont une alimentation émotionnelle et je dirais pour tout le monde, je fais pas peser un poids excessif non plus sur les changements alimentaires. Bien sûr, on les fait progressivement, c'est important, mais comme tu le dis aussi très bien dans ta formation, c'est plutôt, ramener de la qualité, par rapport à la alors, le type d'aliment est important, mais la qualité est vraiment importante et ça peut faire toute la différence et ça demande pas un effort excessif non plus aux personnes. Donc on va vraiment, changer petit à petit sans, tout révolutionner d'un coup parce que ça génère un stress énorme et on perd les personnes qui sont aussi dans le contrôle, hein. Elles perdent le contrôle à ce moment-là donc ça ne va pas. Donc je dirais que je sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, on c'est essaye de finalement mêler, ouais.
C'est ce que j'entends, c'est que finalement, c'est plein de petits changements et en fonction de ce que tu repères, du profil de la personne, tu vas aller jouer sur le système nerveux, donc avec des techniques, de pleine conscience, des techniques somatiques qui permettent de, regagner en sécurité. Tu Oui. vas aller travailler sur le volet alimentation, mais plus en ajoutant des aliments, peut-être en proposant des alternatives qui sont toujours dans le plaisir, qui nous conviennent, mais qui vont avoir Mmh. une meilleure qualité, qui vont, nous permettre à notre corps d'être résilient et de se réparer. Et puis, peut-être aussi, réguler notre façon de manger, mieux mastiquer, peut-être prendre des temps de repos. Enfin voilà, il y a tout ce Oui. qui se joue aussi autour de la prise alimentaire. Effectivement, et tu parlais du stress, bien évidemment, qui est absolument central dans notre relation à l'alimentation et j'ai envie de dire, c'est un peu le grand chevalier de l'alimentation, émotionnelle aujourd'hui puisque, ben, je crois qu'on est toutes et tous, extrêmement stressés et c'est bien évidemment, bah, des points qu'on ne peut pas éluder quand on parle alimentation émotionnelle, hein. La pleine Oui. conscience, alors moi, c'est vrai que j'utilise plus le terme, pleine présence parce que pleine conscience, j'ai l'impression que ça fait peur aux gens. Peut-être qu'il y a cette image d'un grand méditant assis sur un zafou, alors qu'en fait, on peut être, en pleine présence à soi, en regardant, des gens dans le train pendant 10 minutes, en faisant rien, si ce n'est contempler ce qu'il y a autour de soi et ça fait énormément aussi diminuer le stress. Mmh. Donc il y Oui. a une porte d'entrée finalement pour chaque, personne en fonction, du profil. Il s'agit de trouver, les peut-être les petits pas qui vont faire que ça va nous permettre de cheminer vers un mieux-être. Mmh. Oui et c'est de trouver finalement les causes profondes de la personne. Donc il y a pas une recette miracle, il y a pas un protocole que je peux donner malheureusement, mais voilà, on comprend Bah, que c'est tout dommage. est oui, mince. Il y aurait plus du tout d'alimentation émotionnelle, plus de plus de problèmes digestifs. Mais c'est vraiment en fonction de chaque personne d'aller trouver les causes, profondes de ces déséquilibres à elle. Bon là, on s'est concentré évidemment sur l'alimentation, sur la digestion, mais il y a d'autres choses qui jouent. Il y a évidemment l'équilibre hormonal, le foie, enfin bon, il y a plein de choses, hein, qui peuvent, entrer en ligne de compte. Mais, les mitochondries dont on parle un peu plus en ce moment, voilà, il y a plein de choses aussi. Donc c'est vraiment aller voir le tableau global de la personne et où sont ses déséquilibres et travailler là-dessus en premier. Ouais, voir ce qui dysfonctionne. Je fais juste une Mmh. petite aparté, après je vais refermer la porte. Quand tu parles de déséquilibre hormonal, je donne juste la bille aux personnes qui nous écoutent. Il y a énormément de personnes, qui souffrent de leur relation à l'alimentation, qui voient des prises de poids arriver parce qu'il y a une dérégulation de la thyroïde, hein. Généralement, c'est des Oui. personnes qui sont en hypothyroïde, qui sont soignées ou non par médicaments, hein, suivant le stade, où elles en sont et ça, bien évidemment, ça a un rôle très important dans sur le déséquilibre intestinal et sur la relation, à l'alimentation. Mmh. Et les hormones sexuelles jouent aussi donc, Mmh. si on a des personnes, une audience qui nous ressemble et qui nous suit à peu près en âge, on approche de la périménopause. Je veux pas réveiller de mauvais souvenirs, mais, on approche de ça et parfois on peut déjà avoir, des symptômes, de signes de dérèglements hormonaux, plutôt d'hormones sexuelles. Et en plus, bon, tout à l'heure, on parlait du cortisol. Bon, je vais pas rentrer dans des détails, mais si on est trop stressé, ça aussi, ça affecte la production de nos hormones, sexuelles en tant que femme, en tant qu'homme aussi, des œstrogènes, de la progestérone, même de la testostérone pour les femmes. Bref, tout ça, ça va jouer aussi sur notre équilibre, émotionnel, même digestif et voilà, donc ça a un impact aussi. Donc Sur nos c'est un tableau comportements. assez complexe, mais Très multifactoriel. oui. Et les personnes justement que tu accompagnes, alors elles veulent forcément aller mieux, sinon elles te contacteraient pas. Mais parfois, j'ai la sensation qu'on glisse vers une, quête de contrôle, tu vois? Une quête de la perfection. On pourrait parler aussi d'orthorexie, donc de vraiment de volonté de très bien manger et si je ne mange pas quelque chose qui est, que tu vas peut-être, préconiser, eh bien je vais culpabiliser. Voilà, il y a vraiment, le bien et le mal. Comment toi, tu aides à différencier un soin authentique de je prends soin de moi via l'alimentation, je prends soin de mon corps, je lui permets de se régénérer et l'obsession du bien manger, du bien digérer. Évident comme question parce que ça soulève pas mal de choses. Alors déjà, je dirais donc quand on est dans un système nerveux qui est dérégulé, et qu'on est plutôt dans cet aspect un peu contrôlant, donc ça se voit, hein, quand même sur le profil de la personne, la façon dont, elle parle, la façon dont elle,
ses comportements et cetera, donc ça se voit qu'elle est dans un type plutôt contrôlant. Bon là, je vais être particulièrement vigilante parce que je sais que c'est des profils où on peut vite se retrouver, de toute façon, elles vont me le dire, en général d'elles-mêmes qu'elles sont assez perfectionnistes, hein, donc je le sais d'avance. Donc là, je vais être particulièrement attentive de bien, dédramatiser, de ça n'a pas besoin d'être parfait et ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Je dis pas ça juste pour les rassurer. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On a des très bons résultats, au contraire, on a même de meilleurs résultats quand c'est pas parfait parce que, on se met moins la pression. Donc ça, c'est très important. Alors comment je vais différencier les 2? Je dirais que, bah, quand la personne a ce profil-là, plutôt dans le contrôle, et cetera, elle va, et comme tu disais, elle va s'auto-flageller, en fait, dès qu'elle va mal faire une chose et ça arrive assez souvent parce qu'en plus, dans notre société où on est un peu hyper connecté, on voit plein de choses sur internet, sur les réseaux et cetera et beaucoup de monde aujourd'hui parle d'alimentation. Chacun a sa vision des choses et sa version et malheureusement, on voit aussi beaucoup de personnes qui sont dans un système nerveux qui ont un système nerveux dérégulé, qui sont dans ce sympathique en fait, hein, donc sont dans cette activation permanente, hein, les gens qui ne s'arrêtent jamais et cetera et qui font toujours plein de choses et qui sont dans ce, contrôle alimentaire et qui nous font croire aussi, à ceux qui regardent, que ça on a besoin de se lever tous les jours à 5:30, d'avoir un petit déjeuner protéiné avec 35 grammes ou 30 grammes de protéines, par le matin, puis ensuite d'aller marcher, puis ensuite d'avoir vraiment un contact avec le soleil et puis on fait du sport et puis on doit bien manger à midi avec tant de grammes de protéines, pas trop de glucides et cetera. On doit aller Je me faire une sens marche stressée après rien que de manger. t'écouter. C'est ça et en fait, des personnes qui ont un agenda hyper, calibré, tout est parfait sur le papier. Mais ça, c'est hyper angoissant. Enfin, moi, je me sens angoissée, de me dire: «Mais j'arriverai jamais à faire ça». Pour les personnes qui sont pas dans un contrôle extrême et cetera, elles se disent: «Mais jamais j'arriverai à faire ça» et c'est ça qu'elles ont comme objectif. Mais ça a pas besoin d'être ça. Ça, pour moi, c'est une vision de la santé et de la nutrition qui est dérégulée. On n'est pas censé être comme ça. Pour moi, la nutrition, il faut se rappeler qu'elle est là pour nourrir notre corps, pour nous apporter tout ce dont on a besoin, pour nourrir nos cellules, pour nous faire fonctionner, mais aussi pour nous faire plaisir. Bien On a le sûr. droit de se faire plaisir. On ne doit pas être dans un truc hyper carré tout le temps. La moindre miette de gâteau ne va pas nous tuer. C'est vraiment un équilibre. Donc si on mange, après, il faut aussi rééduquer notre palais parce que forcément, ça dépend comment on a mangé avant. Si on a mangé beaucoup de produits ultra transformés, très peu de vrais produits, ben, notre palais, il est habitué à ce goût-là, hyper sucré, salé, des produits ultra transformés et on a besoin de le changer petit à petit. Mais ça se fait petit à petit. Au bout d'un moment, en fait, on apprécie aussi manger de vrais aliments qui nous font du bien, mais qui nous font du bien aussi, au palais, hein, qui nous font plaisir aussi et c'est pas pour autant que quand on a envie de manger une pizza ou boire un verre de vin ou manger un gâteau, on peut pas le faire. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on fait la majorité du temps. Donc quand je vois des personnes en face de moi qui sont, très stressées à l'idée d'avoir fait mal une chose, d'avoir mangé un mauvais repas ou d'avoir craqué sur une pizza en quelque sorte, quand elles me disent ça, je sais que c'est dans une vision assez contrôlante de la santé et de la nutrition. Quand c'est des personnes qui me disent: «Bon, bah, voilà, en fait, je vois parce qu'elles me disent que la plupart du temps, elles mangent bien, elles mangent équilibré, elles se font plaisir même avec des repas, équilibrés. Enfin équilibrés, j'aime pas ce terme, mais bon, avec des repas qui leur conviennent. Équilibrant, je sais pas comment on pourrait le dire, ouais. Voilà, ou qui leur conviennent en tout cas à elles, pas sur ce qu'on dit en fonction de pas en fonction de ce qu'on dit sur les réseaux et cetera, pas ce qu'on voit, mais quand elles mangent ce qui leur convient vraiment et qu'elles se font plaisir à l'anniversaire d'un tel, tout en restant dans quelque chose de modéré, mesuré. Ça, je sais qu'on est dans le soin et qu'on est sur la bonne voie. Donc mon travail, c'est beaucoup de dédramatiser, de faire comprendre que moi aussi je mange une pizza de temps en temps quand j'en ai envie, je mange un gâteau quand j'en ai envie et voilà, c'est ça l'équilibre en fait. Et donc voilà, je dirais que on joue là-dessus. Sur la régulation du système nerveux, ça joue beaucoup comme je l'ai dit et aussi oui, peut-être ce que je peux ajouter et ça peut aider d'autres personnes, hem, comme je le disais, souvent on a des photos de personnes et moi je le fais aussi, hein, je le partage aussi sur Instagram, mais parfois des photos de mes plats, des photos de voilà, on voit ce que les autres mangent ou ils nous disent qu'ils mangent et c'est vrai qu'on même dans les recommandations officielles, on nous conseille de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, beaucoup de végétaux. Sauf que comme je le disais tout à l'heure, il existe plusieurs formes de dysbiose et chez des personnes qui ont un microbiote déséquilibré avec beaucoup de bactéries de fermentation, elles vont très mal digérer les légumes, les crudités et cetera et alors là, c'est assez, perturbant,
le mot me venait en anglais, mais bon, c'est assez perturbant pour les personnes parce que en fait, elles vont, ce qu'elles vont ressentir dans leur corps va être opposé à ce qu'on leur dit. Et donc là, elles se disent: «Non mais je suis en train de devenir fou ou folle parce que je comprends pas, je mange bien, je mange plein de légumes et en fait, on me dit qu'il faut manger ça et moi je me sens encore plus mal quand je fais ça». Donc si c'est votre cas, pareil, ne culpabilisez pas, ne vous forcez pas à manger, énormément de végétaux, de crudités, de légumes et cetera. Il faut vraiment y aller pas à pas et là, ça veut dire que vous avez, une dysbiose de fermentation et il faut voilà, il faut Y d'abord aller petit à s'occuper petit, ouais, bien sûr et c'est vrai qu'une, exact du coup, trop de fibres a donné d'un seul coup un des intestins qui ne sont pas habitués, oui, peut générer énormément d'inconfort, peut être, productif et même irriter encore plus, oui, cette fameuse paroi intestinale. Et ce que exactement. tu disais tout à l'heure m'intéresse beaucoup parce que finalement ce profil de personne, dans le contrôle qu'on pourrait lier également à l'angoisse, au stress, derrière il peut y Mmh. avoir un trouble anxieux d'ailleurs qui est, ou non diagnostiqué par le corps médical. Il y a derrière aussi ce qu'on appelle en psycho des idéaux exigeants. Donc c'est un peu les «il faut, Mmh. je dois absolument faire comme ça» et tu disais que tu travaillais tout à l'heure, conjointement avec, tout le monde de la psychologie, de la psychiatrie et c'est vrai que ça, c'est des éléments qui sont extrêmement, importants à aller, travailler que, bah, nous on aborde, hein, bien évidemment, dans le sujet de l'alimentation émotionnelle et il y a aussi cette recherche de plaisir, le fait de aussi accepter de se donner du plaisir et on mange au moins 3 fois par jour. Enfin moi personnellement, je mange peut-être plus quand même que 3 fois par jour et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Donc autant faire de ce moment-là un moment de satisfaction et de plaisir et c'est vrai que, lorsqu'on parle alimentation émotionnelle, on va à la recherche aussi, de tout ça parce que lorsqu'on va se diriger vers des aliments ultra transformés, vers du gras, souvent on pense se faire plaisir alors qu'en réalité, on n'est pas forcément connecté à ce qui nous fait du bien. Alors bien évidemment, lorsqu'il y a une pulsion alimentaire, on peut pas faire, autrement, mais en remettant plus de plaisir dans l'assiette, eh bien, on s'aperçoit que bien souvent, on mange, de façon, plus adaptée Mmh. pour notre corps. Oui et puis quand ça c'est aussi une de tes spécialités, mais quand on n'est plus dans on voit plus l'alimentation comme quelque chose qu'on doit absolument contrôler, on sait que si on nous dit de pas penser à un gâteau, on va penser à un gâteau et on va avoir envie de le manger toute la journée. Alors que quand on n'a pas cette restriction en tête, on se dit finalement: «Bon, bah, en fait, quand j'ai envie de le manger, je le mange». Bah, finalement, on n'en mange pas tant que ça, finalement, c'est pas si Non, souvent que ça et non. ça reste équilibré et exactement, donc on Bien doit, sûr, parce que le plaisir oui. est en réalité dans la transgression de l'interdit. Je vais prendre plus de plaisir à me dire que je transgresse l'interdit de manger ce gâteau au chocolat, plutôt que l'acte réel de le manger. C'est Mmh. assez perturbant, mais c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Oui. Alors tu l'as dit tout à l'heure, il y a finalement plein de pistes et il y a autant de pistes que de personnes, pour se sortir de ces troubles digestifs. Mais quand même, je vais t'embêter. Si tu devais donner un conseil, tu vois, un petit geste à des personnes qui voudraient réapprivoiser leur corps, leur, monde, intestinal, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est, pas évident parce que, alors je pense que ça serait un exercice, somatique. Si vraiment on veut allier enfin axer sur je me reconnecte à mon corps parce que c'est très fréquent, des personnes qui ont des problèmes digestifs forcément, comme je le disais donc déjà elles sont dérégulées au niveau du système nerveux. Souvent c'est des personnes qui sont coupées de leur corps, donc elles sont beaucoup dans leur tête. Et elles ont peur des sensations du corps, elles ont peur d'aller dans leur corps, elles ont peur de tout ce qui s'y passe. Ça, c'est très, très, très fréquent et je les comprends. Moi, j'ai vécu aussi des problèmes digestifs. Quand on a des problèmes digestifs, on ne sait pas, notre corps peut nous lâcher à n'importe quel moment. Donc on lui fait pas confiance. Donc pour réintégrer un petit peu notre corps doucement, mais en sécurité, je dirais que c'est peut-être un exercice juste de toucher. C'est un peu basique, ça va pas révolutionner toute notre santé, mais c'est des petites choses comme ça qui vont, s'ajouter les unes aux autres et ça, cet exercice, en fait, on peut, en conscience évidemment, toucher différentes parties de notre corps, donc voilà, ce en Alors fait pour ceux qui voient pas la vidéo, c'est si ah tu es en train de pardon. faire un peu un exercice papillon, en fait, tu as les bras croisés et tu as Oui, les mains sur tes bras et tu es en train de les finalement de les presser, te palper ton corps. Tu es en train de retrouver le côté tactile et de retrouver les contours de ton corps. oui, c'est ça. Ça peut être un exercice d'autocâlin, en fait, où on va se prendre dans les bras et en fait, on sent
Vraiment, l'objectif, c'est de sentir à la fois par la paume de notre main, les sensations dans la paume de notre main, mais aussi les sensations au niveau de notre corps, l'endroit qu'on touche. Par exemple, je pose ma main sur mon épaule. L'objectif, ça va être vraiment de sentir à la fois par ma main et puis dans l'épaule ou sur l'épaule le contact et vraiment de faire ça en conscience, assez, hem, calmement, assez, lentement. Et on peut toucher, voilà, ses bras, arriver jusqu'aux poignets, voilà et puis on peut faire la même chose avec les jambes parce qu'aussi parfois les jambes, comme elles sont encore plus bas dans le corps, bah, on les a complètement délaissées. On imagine que notre corps est là juste pour véhiculer notre tête, d'un point A à un point B, mais c'est pas du tout ça. Donc parfois de palper, hein, pareil, les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, donc faire un peu comme un automassage sans forcément faire, hem des mouvements circulaires, en fait, ça s'appelle juste des palpations comme ça. Mais ça aide à revenir dans le corps. Alors si, c'est OK, si ça amène de la sécurité ou même du calme, ça c'est très bien. Si, les personnes qui nous écoutent font ça et en fait sentent une insécurité monter ou elles y arrivent pas, on force pas et dans ce cas-là, ça veut dire que le corps est pas prêt, que c'est encore un lieu, d'insécurité et ça arrive chez des personnes qui ont vécu parfois des choses assez difficiles avec, des expériences corporelles assez difficiles. Donc là, il faut peut-être passer par une thérapie un peu plus approfondie ou juste c'est le début du travail et ça se fera après. Mais, voilà, de pas forcer en tout cas. Ouais, tu as bien raison et de vraiment garder en tête cette, fenêtre de tolérance, Mmh. dont on parle beaucoup. Il y a, finalement la zone verte, c'est facile pour moi, j'y vais. Orange, bon, ça me met quand même ça me demande un effort, mais c'est quand même OK pour moi. Zone rouge, je suis en train de le faire, mais là, ce que je suis en train de vivre est trop difficile pour moi. À ce moment-là, on s'écoute, on s'arrête. Effectivement, des personnes qui ont vécu des agressions physiques, Mmh ben, mh. ça peut avoir un retentissement important. Je pense aussi à des personnes qui ont des grandes insatisfactions corporelles et pour qui leur corps, provoque un fort dégoût. C'est extrêmement difficile de rentrer en contact avec son corps Oui. et c'est souvent le cas quand on vit une relation conflictuelle avec, la nourriture et bien, à ce moment-là, on peut utiliser autre chose et moi, il y a autre chose qui justement qui me vient, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la mastication. Alors sans devenir un ayatollah de la mastication et de mastiquer, 40 fois ses aliments, peut-être qu'à chaque fois qu'on mange, on peut essayer de faire, 2 bouchées en mastiquant, correctement. Il y a pas vraiment de nombre de mastication à recommander. L'idée, c'est d'avaler, que quand l'aliment est au stade de purée, alors bien évidemment, hein, pour les personnes qui ont un régime carné, manger un bout de viande et manger de la soupe, bah, on va pas mastiquer de la même manière. Mais en tout cas, on peut peut-être avoir ce premier geste de: «Ah bah, à chaque repas, je vais commencer à faire l'effort de mastiquer pour voir ce que ça donne» et c'est vrai que quand on mastique, eh bien, on revient aussi à soi. Moi, je trouve qu'il y a ce Oui. truc un peu aussi, somatique, de pleine présence, sans rentrer dans quelque chose de pompeux, de voilà Mmh. très, spirituel. C'est juste à ce moment-là, on prend le temps et on le disait tout à l'heure, l'alimentation, c'est aussi un vecteur de plaisir. Donc si on est en train de partager, enfin en tout cas de manger, quelque chose qu'on aime, eh bien autant faire durer le plaisir, hein. L'idée derrière, c'est pas de diminuer la quantité qu'on mange, mais, de maximiser le plaisir qu'on peut, en retenir. Mmh. Oui, l'exercice de la mastication, j'adore, donc merci de le partager et oui, comme tu disais, ça nous ramène aussi finalement à l'instant présent, à notre corps, même si c'est que la partie de la bouche, pour l'instant peut-être. Après, on peut aussi visualiser ce qui se passe quand l'aliment descend dans le système digestif, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça nous ramène déjà à l'instant présent et à ce qui se passe au niveau de notre bouche et les papilles gustatives et le plaisir, comme tu le disais, donc parfait. J'adore cet exercice et en plus, c'est très utile pour la bonne digestion. En tout cas, merci beaucoup Cécile pour cet échange qui était, dense, en tout cas j'ai trouvé très dense, clair et profondément humain et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui vont se sentir, soulagées. En tout cas, c'est encore une fois ce que je souhaite. J'espère qu'on vous a pas fait de nœud au cerveau. J'espère. Parce que, ben, ici, on a parlé d'un sujet qui me semble encore trop tabou, la digestion comme miroir de notre rapport à nous-mêmes. Ce ventre qu'on a, malgré nous, bien souvent maltraité, jugé, parfois oublié. Ce ventre qui pourtant peut devenir un allié quand on parle de santé physique et surtout de santé mentale. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur le travail de Cécile, eh bien, je vous invite à explorer son site internet cécilecaron.com. C'est vrai que c'est assez simple. Ou à écouter ton podcast Parlons Digestion que j'ai évoqué tout à l'heure. On peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux en te cherchant avec ton nom. Et vous y trouverez bien évidemment des clés précieuses pour mieux comprendre votre corps, votre ventre et ce qui se joue en profondeur.
Et si ce qu'on a abordé aujourd'hui résonne chez vous, si vous vous reconnaissez un peu dans ces allers-retours entre ventre noué, alimentation chaotique et besoin de contrôle, sachez que ce sont précisément ces liens que je travaille au quotidien dans ma formation. Finalement, le corps, les émotions, les comportements alimentaires, tout est connecté et je crois que c'est un peu finalement le mot de la fin de tout ce qu'on s'est dit et on aurait pu en parler pendant très longtemps. L'être humain est extrêmement complexe, passionnant et tout est interconnecté. Et il est possible de sortir de ce cycle, du cycle de l'alimentation émotionnelle, du cycle des désordres digestifs. On en est, je crois, toutes les 2 la représentation vivante pour pouvoir construire une relation à soi plus apaisée, plus consciente et plus libre. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.